Du coup, merci d'être venu. On va parler d'une... Je ne suis pas là pour vous vendre un produit. D'abord, on va un peu se... C'est bon le micro? Oui, c'est bon. Ouais? Non? Ouais? Je ne suis pas là pour vous vendre un produit. Je suis plutôt là pour vous parler de la manière dont on l'a architecturé, comment on l'a pensé. Donc, juste avant de commencer, je m'appelle François-Guillaume Ribro. Vous pouvez me retrouver avec ce login-là sur Twitter, GitHub, Stack Overflow, etc. Ça fait 10 mois que je travaille chez Ouest France en tant qu'architecte et responsable des développements numériques. Et en parallèle de ça, je maintiens des software as a service comme Redspin, ImageCharts, MailPoppin. Alors, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Et avant ça, je venais plutôt du monde des startups. On est dans... Alors, c'est... Avant de commencer, on est dans une université et je trouvais ça assez intéressant de quoter Christopher. Christopher, c'était la personne qui, quand il est arrivé dans l'équipe d'Alan Turing a dit « Ce gars-là est tellement bon qu'en fait, je vais le mettre responsable de mon recherche et développement, de mon équipe de recherche et développement. » Et ce qu'il disait, c'est que, en fait, quand on partage de l'information ou dans les universités, on ne devrait pas uniquement parler des technologies, des librairies, des choses très technico-pratiques et qui sont plus dans l'état de l'art, mais plutôt de s'intéresser aux principes qui sont sous-jacents, parce que ces principes-là, finalement, quand on prend un peu de recul, ils ne changent pas dans le temps. On a toujours certains principes à respecter. Et donc, c'est vraiment ce qui va m'intéresser aujourd'hui. Donc, la slide suivante, après celle-ci, finalement, c'est un peu le résumé du talk. Donc, une fois que vous l'avez vu, normalement, vous pouvez partir. Pour moi, il y a deux principes fondamentaux que je retrouve partout en informatique. En fait, j'arrive pas à trouver de principe en informatique qui ne soit pas des conséquences de ces deux principes-là. En informatique, ce qu'on fait, c'est qu'on gère de la logique d'un côté et des données de l'autre. Et pour ce qui est de la logique, on a le principe de séparation d'intérêts. Et pour ce qui est de la donnée, on a le principe de single source of truth. Alors, je vais un peu les détailler pour ceux à qui ça ne parlerait pas. La séparation d'intérêts, ça consiste à dire qu'il faut tout penser en termes de rôle et de responsabilité. En fait, lorsqu'on code ou lorsqu'on est en train d'architecturer son système, on pense constamment, mais quel est le rôle, quelle est la responsabilité que je vais donner à cet élément de mon système? Et du coup, ça s'applique à tous les niveaux. Et c'est ça qui est vraiment extrêmement puissant avec ce principe-là, c'est que des valeurs aux fonctions, aux types, aux modules, à l'organisation du projet, au fait si vous faites du microservice, ou même dans votre... Je sais qu'il y a eu une présentation avant sur comment on fait un monolithe et qu'après on puisse le sortir en microservice. Ben même le découpage qu'on fait à ce moment-là dans le monolithe pour anticiper en fait le rôle de chacun des éléments, finalement c'est aussi une conséquence de ce principe-là. Et du coup les corollaires, eh bien le fait que quand le web a été pensé, on ait fait une séparation entre la structure du document, la présentation du document et le dynamisme sur ce document-là. L'approche composant, où on réutilise finalement des petites briques et après on construit dessus. Mais tout ça, en fait, c'est des conséquences de la séparation d'intérêts. Idem pour toute l'approche service-microservice. Et puis la notion de source de vérité unique consiste à dire, dans mon système, je ne dois pas dupliquer d'informations. À partir du moment finalement où je fais un copier-coller, j'ai déjà perdu et je ne respecte pas ce principe-là. Et si je fais un copier-coller, ça veut dire que je vais devoir maintenir de la cohérence, en fait, de la consistance entre ma source d'origine et là où j'ai fait le coller. Ça n'empêche pas qu'à partir de ma source de vérité, je peux avoir plusieurs représentations de ma donnée. Et on va le voir avec différents exemples ensuite. Donc du coup, on pense tout de suite à l'event sourcing où j'ai un log, après j'ai plusieurs vues matérialisées qui vont représenter qui vont répondre à différents besoins de lecture de cette donnée-là. Mais le fait de suivre la forme normale, les différentes formes normales pour modéliser sa base de données, bah finalement, en fait, c'est simplement, j'arrête de dupliquer de l'information. Le moyen de normaliser une base de données, quand on normalise un schéma, bah c'est finalement d'arrêter de dupliquer de l'information. Et c'est une conséquence de l'approche single source of truth. Et dernier exemple, master-slave. Master-slave, mon master, c'est là-dessus où il va prendre toutes mes écritures, et le slave n'est qu'une copie, à un instant T, du master, avec plus ou moins de lag suivant le réseau.
Et du coup, mon slave, il peut crash, quand il va redémarrer, il va se resynchroniser au master. Mon master, c'est bien la source de vérité. Alors je vais donner 2 exemples pour illustrer ça une dernière fois. C'est qu'il n'y a pas si longtemps, quand on faisait un applicatif, l'applicatif stockait dans le code source, on y mettait la notion des différents environnements et la configuration de chacun de ces environnements-là. On avait des fichiers, alors, que ce soit peu importe le langage, on avait soit des YAML, soit des PHP, des fichiers inc.php ou autres, et là-dedans on mettait voilà, les paramètres de connexion à ma base de données. Ce qui fait que le projet contenait la notion de quels sont les différents environnements dans lesquels je vais m'exécuter. Et pour chacun de ces environnements-là, voilà la configuration. Alors depuis, on a évolué. Hein. Ça n'a pas été une bonne pratique de mettre les mots de passe de la prod dans un repo. Mais l'application avait cette connaissance-là. Et ce qu'on voit aussi, c'est que pour les logs, c'était à peu près la même chose. L'application savait où elle allait enregistrer les logs dans le disque. Progressivement, ce qu'on voit, ce qui se passe avec l'industrie, alors ça a commencé avec les passes, et puis 12 factor, et puis maintenant on arrive à un niveau de maturité supérieur avec les orchestrateurs, où ce qu'on fait, c'est que l'application, on va progressivement lui enlever de la responsabilité et la mettre au bon endroit. C'est plus à l'application de savoir sa configuration, l'application, elle sait juste ses clés de configuration, et apprend ça notamment par des vardanves. Par contre, la notion de la gestion de la configuration, on va la mettre à un autre niveau, et là, typiquement, avec Kubernetes, ça va être au niveau de l'orchestrateur. C'est l'orchestrateur qui va gérer le stockage de la configuration et qui va stocker à un seul endroit, donc là on revient au principe de Single Source of Truth, qui va stocker à un seul endroit, par exemple, les paramètres de connexion à telle base de données. Et si j'ai plusieurs applicatifs qui en dépendent, eh bien, l'orchestrateur va pouvoir leur envoyer cette information-là. De la même manière, on demande à l'applicatif de ne plus savoir quoi faire des logs, on lui dit simplement tu envoies sur stdr, stdout, et après c'est le rôle de l'orchestrateur de savoir qu'est-ce qu'il fait de ce flux de log, où est-ce qu'il stocke, etc., etc. Lui, on va pouvoir du coup avoir un pattern qu'on a avec Kubernetes notamment, qui est le cluster-wide logging, où on prend tous les logs des applicatifs et après on choisit à un seul endroit de notre système, donc il n'y a qu'un seul endroit de notre système qui a la connaissance de où est-ce qu'on envoie les logs, pour le stocker du coup. Si on rentre un tout petit peu plus profondément en plus des orchestrateurs, si 2017-2016 c'était l'année des orchestrateurs et que Kubernetes, on peut considérer maintenant qu'il est sorti grand gagnant, parce que tous les grands majors l'ont mis en place sur leur cloud, on a sur sans doute 2018, on peut penser que ça sera l'année du service mesh. Le service mesh, c'est un niveau supplémentaire. On sort de l'applicatif la notion par exemple, de rate limiting. Le rate limiting, on peut l'appliquer, on peut le développer, dupliquer cette information entre chacun de nos applicatifs, nos API par exemple, si on fait du microservice, qui vont gérer le rate limiting, et on sait qu'on a plusieurs niveaux de rate limit, on a un niveau global à tous les applicatifs, puis après on a un niveau qui va plutôt être par IP, puis ensuite on a un niveau qui va plutôt être au niveau de l'authentification, et cette connaissance-là, on va vouloir la centraliser. Alors ça, c'était la fin de la parenthèse sur 2 exemples où on voit que finalement, on applique le principe de séparation d'intérêts et de Single Source of Truth. Alors, quand on parle de plateforme, on imagine Ouest France, c'est des sites éditoriaux. On pense forcément d'abord à un content management de système. Donc, je prends 2 exemples et on va juste. L'objectif, c'est pas de les critiquer, c'est simplement de regarder la manière dont ils sont architecturés et pensés vis-à-vis des 2 principes précédemment cités. WordPress est disponible sur 27%, ça représente 27% des sites internet dans le monde et 60% des CMS installés. Initialement, c'était juste une plateforme de blogging pour écrire des articles de blog, et son système d'extension est pensé en termes de plugins. Donc si je veux rajouter des capacités au WordPress, j'ai des plugins, une marketplace de plugins, et je peux aussi customiser les thèmes. Du coup, grâce à ça, initialement c'était pour du blog, mais finalement ça a été aussi utilisé pour faire des sites plus ou moins complexes que des sites vitrines, et même parfois pour faire des applicatifs. Si on s'arrête un instant et qu'on pense en termes de séparation d'intérêts et d'approche Single Source of Truth, ce qu'on voit, c'est que WordPress, d'un côté, on a un monolithe, il y a une instance pour tout. Ça veut dire que par défaut, structurellement, par exemple, l'envoi des images qui sont mises dans un blog post vont être stockées dans un dossier qui sera le dossier /upload. Donc, on sait que structurellement, au sein du monolithe, il y a des parties qui sont intégrées et qu'il va être difficile de mettre à l'échelle. Pas impossible, juste difficile. C'est-à-dire que le dossier upload, quand on connaît bien les histoires des petits blocs qui démarrent sur WordPress et après qui ont besoin de passer à l'échelle, une des premières problématiques qu'on a, c'est de mettre à l'échelle le stockage des fichiers, notamment, parce que ça a été directement intégré dans l'architecture. Et on a une base de code pour tout qui fait à la fois du technique
savoir des pages et comment ces pages-là sont structurées par rapport à telle URL, et aussi du fonctionnel. Le code source a aussi la connaissance de savoir la structure d'un blog post et qu'est-ce qu'il y a dans ce blog post-là. Oula, il y a un sacré problème là. Hop. Et MySQL, de la même manière, c'est une base de données, c'est une base de données bien sûr, qui va stocker les informations du WordPress, mais on va avoir à la fois des informations techniques et à la fois des informations fonctionnelles. On va avoir le contenu qui aura été généré et aussi des informations techniques. Deuxième exemple, Drupal, 1% des sites internet dans le monde. Drupal, ça a été créé par une université, donc ça a été un peu mieux découplé, on va dire. Il y a une envie de faire une séparation entre le technique et le fonctionnel, en passant plutôt par des nodes et des modules. Je ne rentre pas tellement dans le détail, mais ce qu'on peut retenir simplement, même sans connaître Drupal, c'est qu'il y a une notion de module, c'est un peu l'équivalent des plugins WordPress, dans lesquels on va pouvoir étendre les fonctionnalités du Drupal. Et donc on a une sorte de séparation où on voit qu'une node va, avec une node, on peut à la fois décrire la structure des données et ça représente aussi les données. Avec un module, on va avoir les traitements, puis après, on va avoir un thème qui va nous permettre de gérer la présentation. Encore une fois, si on regarde avec ces deux principes-là, sous ce spectre-là, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir encore un monolithe avec une notion de module, et chaque module va pouvoir porter ses templates, son CSS et ses traitements. On a une base de code pour tout, qui gère à la fois du technique et du fonctionnel. Et ce qui est très intéressant, là on va s'arrêter un instant là-dessus, je veux bien préciser ce point-là, c'est que le module, quand il est intégré dans le projet, il va s'enregistrer sur certains points du cœur de Drupal. Et c'est une approche classique, c'est ce qu'on fait quand on fait un système de plugin, on s'enregistre dans certains points du cœur. Le problème, c'est que l'enregistrement, dans cette approche-là, et ce n'est pas forcément Drupal, c'est tous les systèmes de plugins, en tout cas beaucoup des systèmes de plugins, s'enregistrent, mais c'est de manière implicite, c'est le code. Je n'ai pas de manière statique de savoir de quoi ce module dépend vis-à-vis de mon cœur. Donc j'ai une connaissance en fait qui vient d'être un peu dissimulée, un peu implicite. Dans la base de données, de la même manière, on a tout. On a à la fois la configuration des nodes, les fameuses structures de données, et aussi les données. Et aussi la configuration des modules. Donc on pourrait continuer avec d'autres CMS. L'approche est assez semblable pour l'instant jusqu'à présent de ce qu'on peut voir sur le marché. On a des bases de données monolithiques avec une base de code plus ou moins monolithique. On a des CMS maintenant qui émergent avec une approche plus en microservices. On respecte du coup le principe de single source of truth. À partir du moment où on a dans une base de données toutes nos informations, c'est le meilleur moyen de respecter single source of truth. Ça pose d'autres problèmes, mais c'est le meilleur moyen de respecter single source of truth. Par contre, sur la séparation d'intérêts, si je mets tout dans une base de données, j'ai un problème au niveau de ma séparation d'intérêts. Donc on voit qu'il y a un certain effet de balance. Alors du coup, c'est toujours la même histoire. On met en place un CMS monolithique dans une entreprise. Il y a des petites évolutions au fil du temps qui sont faites par touche. Alors là, c'est super intéressant au début parce qu'on est sur une base propre, donc on peut facilement itérer dessus. Et puis, c'est fou, j'ai un... Bon. Et puis, hop là... Et puis, on a une accumulation progressive de la dette. Alors, dans tous les projets, c'est pas parce que c'est un CMS monolithique qu'il va y avoir plus d'accumulation de dette. C'est pas parce que c'est un monolithe qu'il va y avoir plus d'accumulation de dette. En fait, peut-être qu'on devrait considérer qu'en tant qu'être humain, on va forcément faire des erreurs. Même le meilleur des développeurs va forcément faire, à certains endroits, il va accumuler de la dette. Donc peut-être qu'on devrait considérer les structures, l'organisation, l'architecture des projets qu'on fait sur ce principe-là, sur ce postulat-là, et se dire comment je fais pour isoler les différents endroits où de la dette va être créée, ce qui va me permettre de plus facilement les changer. C'est une des sources aussi de l'approche microservice, c'est qu'on peut isoler la dette de cette manière-là. Et du coup, une fois qu'on arrive à un point où ça devient insoutenable, eh bien, les évolutions sont trop coûteuses, et on se dit, bon, bah, ok, on fait une refonte. Alors, on pourrait très bien se dire, ok, ça c'est des monolithes qui sont des CMS qui sont en monolithe. On peut très bien aller sur du microservice. Maintenant, on parle beaucoup de headless CMS, de Content API. Vous en faites pas, on va y revenir. Avant ça, je voulais faire un rapide historique de ce qui s'est passé chez Ouest France, qui est un exemple parmi d'autres. On a un site entre 1998 et 2008 qui était développé en interne, avec un framework interne, plusieurs frameworks internes, une seule base de code, où structurellement, on n'a pas besoin de savoir, mais le risque est fort que si on a une seule base de code qui contient tout,
on est progressivement une approche spaghetti. Il y avait une base de données, un back-office, et deux problèmes qui sont assez intéressants, c'est que quand vous avez un monolithe, vous envoyez tout d'un seul coup, modulo apparemment la dernière présentation, et vous avez un bug domain. Donc s'il y a une partie du monolithe qui tombe, c'est possible que par effet domino, ça fasse tomber l'intégralité du monolithe. Du coup, il y a eu, en 2008, l'idée était de se dire, bon, on ne peut plus le maintenir, ou X raisons. Et donc, ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a cet effet balancier, où finalement, on a pris une approche A, et les décideurs vont se dire, maintenant, on va à 180 degrés, allons de l'autre côté. Donc, ce qu'on a vu apparaître entre 2008 et 2017, c'est plutôt une approche que j'appellerais satellite network. C'est des monolithes, mais qui sont disposés indépendamment, donc du WordPress et du Drupal. Et on va avoir différents sites du groupe comme ça qui vont être créés indépendamment. Alors ça a des vertus, ça permet de lancer un nouveau site très facilement, c'est sûr, on le met de manière indépendante. Ça permet aussi structurellement de réduire la dette, parce qu'effectivement on va pouvoir avoir des sites qui vont chacun avoir leur propre dette, donc c'est plus facile à maintenir comme ça. Par contre, on a des problèmes pour maintenir la cohérence. Il y a des problématiques au niveau des données, puisqu'on est en train de créer des silos de données. Si vous avez plusieurs Drupal, par défaut, ils vont chacun avoir leur base d'utilisateurs. Comment vous mettez en place de la cohérence là-dessus? Comment vous mettez en place du SSO? Comment vous mettez en place aussi une cohérence graphique? Parce que là, on a un problème avec le principe de source unique. Là, ici, on a sans doute du CSS et du HTML qui est dupliqué. Notamment, imaginez juste les headers. Si vous voulez maintenir une cohérence graphique entre tous les headers de ces sites-là, on voit que le niveau de complexité augmente. Donc en 2017, le projet de refonte est arrivé. Et ce qui va être intéressant, et c'est sur ce point-là, je pense qu'on peut faire une distinction par rapport aux approches classiques CMS, c'est qu'il a été demandé d'intégrer des partenaires externes et d'être capable d'intégrer des partenaires externes. Si on est sur une approche CMS où on gère l'intégralité de sa stack, et qu'il n'y a pas cette problématique-là, mon discours serait autre, mais ici on a cette problématique-là. Et on a un second point qui est d'intégrer tous les sites et les services au sein d'une même plateforme. Du coup, où est-ce qu'on se met sur ce spectre-là? Est-ce qu'on part sur une approche monolithe? À ce moment-là, si on part sur une approche monolithe, on va refaire exactement le même problème que ce qu'on a vu dans le passé. On va accumuler, ça va devenir immaintenable, et d'ici 5 ans, quand on aura une approche décideur avec un amortissement financier, eh bien on va dire non, finalement, on ne peut plus, il faut refaire une refonte. Il y a une super conférence d'ailleurs de Quentin là-dessus sur le fait que les projets informatiques ne sont plus d'amortissement financier, au passage. Et on pourrait partir sur l'approche satellite network, mais là, ça a très peu de sens parce qu'on a besoin de tout agréger au sein d'une même plateforme. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc on peut très bien se dire, et là je refais un lien par rapport à la slide sur est-ce qu'on peut faire du headless, du microservice. Là, ici, c'est une architecture qu'on pourrait faire en se disant, d'un côté, on a notre headless CMS qui a son propre back-office, qui expose des API. Et on a une couche front qui va nous permettre d'avoir finalement tous nos templates et la manière dont on présente l'information. Si on regarde encore une fois sur nos deux principes qui commencent à devenir un peu plus connus maintenant, en fait, dans notre front, on va avoir tous nos templates, peu importe d'où vient la donnée. Donc ce qu'on a, c'est que, oui, ok, on est single source of truth, j'ai qu'un seul endroit où je gère mes templates, donc ça me permet de réutiliser des éléments. Par contre, j'ai pas de séparation d'intérêts. On voit ici que j'ai des widgets qui peuvent être de mes partenaires, et je vais aussi avoir article detail qui va être plutôt local à mon métier. Donc j'ai tout mélangé en fait. Et dans une archi, dès qu'on commence à mélanger des choses, on sait que ça va mal continuer. Un autre point, c'est que si on est sur une approche d'équipe indépendante, ici, là, je vais avoir mon équipe éditoriale qui va avoir tout le contrôle sur le headless CMS, mais qui va devoir travailler aussi sur la couche front. Sauf qu'elle ne sera pas la seule à travailler sur la couche front. Donc on va avoir en fait des contentions, non pas, aussi au niveau du code, mais aussi entre les équipes, pour pouvoir mettre à jour cette couche front-là. Donc structurellement, juste avec ce schéma d'archi, on voit qu'on va avoir quelques problèmes qui vont se poser, qui peuvent se poser, mais on doit les anticiper. Si on fait qu'une seule API, une API widget pour intégrer nos partenaires, finalement, on ne va pas respecter le principe de séparation d'intérêts, parce que si j'ai un partenaire météo et un autre partenaire qui me donne les obsèques, les deux, on va les mettre au sein d'une même API. Donc en fait, on va mélanger au sein d'une même API différents domaines métiers, elle va grossir dans le temps, et si elle tombe, d'ailleurs là on voit qu'on a un SPOF, parce que si elle tombe, j'ai tous mes widgets partenaires qui tombent. Et ça crée un goulot d'étranglement d'ailleurs, parce que si vous voulez intégrer plusieurs, même une quarantaine de partenaires assez rapidement, vous allez devoir modifier, vous allez vous-même devoir intégrer ces partenaires-là dans votre API.
Donc vous allez, en fait, la DSI dans l'entreprise va être un goulot d'étranglement pour l'intégration des partenaires, et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Enfin, comme on a un couplage assez fort entre le front et potentiellement ces API-là, alors assez fort, ça dépend après du niveau de contrainte que vous mettez sur vos contraintes d'interface, mais les cycles de release ne sont pas forcément autonomes. Si on fait un retour aux sources, ce qu'on voit, c'est que... Alors, il y a un principe qui s'appelle le design system, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, l'atomic design, pardon. Mais ça, pour faire très simple, ça consiste à dire qu'on a une approche par couche. Donc, dès qu'on parle d'approche par couche, il y a souvent la séparation d'intérêts qui est là-dedans. Modèle OSI, ici, on est exactement sur la même approche. C'est qu'une page va mapper sur des templates vont contenir des organismes sont composés de molécules, des molécules sont composées d'atomes. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que ça respecte aussi l'approche single source of truth. C'est-à-dire qu'un atome, émettons un bouton, si je définis un bouton comme étant un atome, ce bouton-là va être réutilisé dans des molécules qui vont être réutilisées dans des organismes. Si je modifie à un seul endroit de mon système l'information, qu'est-ce que représente ce bouton, ça va s'appliquer aux molécules, aux organismes, etc. Et là, on voit qu'on a des effets de levier extrêmement forts. En fait, on a tout factorisé. Donc si, ici, on a la page d'accueil de Ouest France, c'est une page. Et si je descends au niveau de l'organisme, ce que je vois, c'est que j'ai un header, alors qu'il y a beaucoup de sous-éléments, mais c'est un header. J'ai aussi une barre en ce moment, trading, j'ai un breadcrumb, un fil d'Ariane, j'ai un article detail, donc là, article list, pardon, une liste d'articles, et puis ensuite j'ai deux widgets, un qui va être pour la météo et un qui va être pour les obsèques. Ça, c'est ce qui est très intéressant ici, c'est que c'est des partenaires. Ici, c'est un partenaire totalement externe au groupe, et ça, c'est un partenaire interne. On va revenir aussi à la manière de gérer ça. Quand je suis arrivé chez Ouest France, du coup, il y a quelques mois, il y a cette question-là qui était souvent posée côté métier. Ils ne comprenaient pas pourquoi on avait de la difficulté à maintenir une cohérence entre les différents headers des différents sites. Alors vous l'avez compris, comme c'était des monolithes indépendants, il était difficile de maintenir cette cohérence-là et que ça demandait du temps chez nous pour pouvoir mettre à jour le header. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a certains endroits où il y a des menus, d'autres endroits où il n'y en a pas. Certains endroits où là, c'est une approche totalement différente que ces trois headers-là, et ça, c'est des sites différents. Comment est-ce qu'on fait pour assurer une cohérence au niveau, notamment des headers, sur les différents sites? Eh bien, on peut considérer qu'un header, en fait, c'est un seul composant, et à partir de maintenant, on va plutôt parler de blocs. C'est un bloc, et une page est composée de blocs. Si on considère que ce composant-là ou que ce bloc-là a des paramètres, en fait, il va avoir un paramètre, est-ce que j'affiche un menu? Quel est mon thème graphique? Etc., etc. Et donc, on va être capable de réutiliser ce composant-là à travers les différentes entités du groupe. Et la dernière chose qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce header-là, on va l'intégrer au code source du CMS? Normalement, c'est ce qu'on ferait. On prendrait ce composant-là et on ferait une librairie de composants, on intègre ça dans le code source du CMS, job done. Le problème, c'est que si on fait ça, on va avoir un monolithe qui va grossir de plus en plus et on ne va pas avoir les résultats attendus. Donc si on considère que chaque bloc soit indépendant du CMS, en fait la logique nous emmène dans cette direction, et du coup s'il est indépendant du CMS, il va pouvoir être administré et géré avec sa propre source de vérité en dehors par une équipe indépendante. Et c'est là où on arrive on découvre en fait, juste en appliquant les principes, que ce qu'il nous faut, c'est un CMS agnostique. Et la notion de CMS agnostique, ça consiste à dire que le fonctionnel métier doit vivre en dehors du cœur du CMS. En d'autres termes, cette partie-là, on doit être capable de la vendre à l'extérieur, et n'importe quelle entreprise, si nous on fait de l'éditorial, je peux revendre ça à une entreprise qui gère des camions, elle doit être capable d'utiliser ça, son seul fonctionnel il est porté ici. Et donc ça c'est des services externes. Donc du coup si on parle de services externes, on se dit bon bah ok, en fait ce que tu nous dis, des blocs finalement c'est des API. Ok, donc si on va dans cette direction, on imagine qu'on a une product team, alors on applique la loi de Cono inversée qui consiste à dire que on va organiser nos équipes sur l'architecture pour aussi organiser les flux de communication de cette manière-là et atteindre une mise à l'échelle supérieure. Et du coup, on a une product team CMS qui va gérer à la fois le cœur, le CMS agnostique, plus le back-office associé. On va avoir une équipe éditoriale qui va être indépendante dans sa capacité de développer les différents blocs éditoriaux, de la production du contenu au stockage jusqu'à la mise à disposition. Et puis après, on va avoir nos différents partenaires qui vont pouvoir justement, comme c'est des API, ils vont pouvoir être sur leur cloud à eux, déployer ça en production, avoir leur propre cycle de vie. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on a des cycles de dev potentiellement indépendants.
On a des domaines de bugs potentiellement indépendants. Alors ça, c'est intéressant parce que si votre header tombe, l'API tombe, ça pose un sacré problème sur l'affichage du site. Donc il y a des parades, il y a des choses à anticiper là-dessus. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais bien sûr que ça pose des problèmes. Par contre, on n'a pas de garantie sur la cohérence, la consistance des API. Là, à ce niveau-là, on n'a pas de garantie là-dessus. Pire, les API ne portent pas leur template. Par définition, une API, Application Programming Interface, c'est une interface de programmation. Il n'y a pas de notion de template de présentation. On n'a aucune garantie sur la cohérence graphique. Déjà, parce que l'API ne porte même pas sa présentation. Et les 2 points ici sont assez intéressants, c'est que le CMS, et donc là, quand on parle de « il doit avoir la connaissance de », on est en plein en train d'appliquer le principe de séparation d'intérêts. Le CMS, il doit avoir la connaissance des différentes API ici et de savoir comment les appeler. Vu que je n'ai pas défini de contrat, il sait comment les appeler. De la même manière, le back-office, pour administrer le header, eh bien, il doit savoir quels sont les paramètres du header. Et donc là, on voit qu'on a un couplage fort et qu'on n'est pas encore allé assez loin dans notre architecture. Et ça n'explique pas comment est-ce qu'on fait pour scale les développements en interne-externe, c'est-à-dire que comment je mets en place des nouveaux blocs, comment mes partenaires développent des nouveaux blocs et qu'ils s'intègrent au CMS, à la plateforme, de manière autonome. Donc on pourrait très bien se dire, alors celui-là j'en reviendrai après, on pourrait très bien se dire, ben c'est simple, on va utiliser des conventions, on va mettre en place des conventions, et ça va nous permettre d'avoir une approche, tout le monde va respecter les conventions dans un monde parfait, et on va pouvoir mettre ça à l'échelle. Alors je l'avais déjà passé l'année dernière, et je la passe à chaque talk, celle-ci, c'est que si on crée des conventions, le cas classique c'est de dire, oh ben c'est simple, je vais faire une page dans un wiki Confluence, et je vais mettre les conventions, ou alors je vais faire un README dans un GitHub, ou alors je vais faire un Google Doc, et je vais mettre les conventions là-dedans. En fait, les conventions, structurellement, ça ne peut pas fonctionner si, quand un nouvel arrivant arrive dans l'équipe, ça peut être un stagiaire, ou un prestataire, ou un interne, quand il arrive dans l'équipe, lui, il n'a aucune connaissance de tout ce que vous avez mis en place. Le seul moyen d'avoir un système qui scale, c'est que la première erreur qu'il fait, on lui dise automatiquement, il y a un bot qui lui dit « En fait, ce que tu as fait là, c'est pas juste, nos conventions, c'est ça, elle se trouve à tel endroit. » Et en fait, qu'on ait automatisé les conventions. C'est la seule chose qui permet de scale, en fait, sans compter trop sur l'humain. Du coup, pour garantir des API consistantes, il y en a beaucoup qui l'ont pensé, il faut mettre en place un contrat. Et ce qu'on va vouloir dans ce contrat-là, donc ici, on a notre bloc header, on va mettre un contrat dessus. Ce qu'on va vouloir, c'est qu'on exprime quel est le nom du bloc, quelle est sa version, parce qu'on va vouloir versionner les blocs, quelle est sa configuration, quels sont les paramètres que je dois passer à ce header-là, quels sont ses thèmes, quel est son état. Alors son état, c'est quand je génère une page, je sais qu'il y a un header, il faut bien que j'appelle l'API header pour récupérer des datas et les réinjecter dans son template, pour ensuite rendre la page. Donc si on continue là-dessus, en fait, ce qu'on voit, c'est que le CMS agnostique, la seule responsabilité de sa base de données, c'est d'avoir un registre de block provider. Alors les block providers, en fait, on va arrêter de parler d'API maintenant, on va plutôt parler de block provider, puisque une API, ça ne répondait pas sémantiquement aux besoins. Un block provider, en fait, c'est un service qui offre un ou plusieurs blocs au CMS agnostique. Et le CMS agnostique, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il garde un registre des blocs providers, donc finalement des URL sur lesquels appeler ces blocs, et aussi de la configuration qui a été spécifiée. Mais la configuration de manière générique, donc il n'a aucune connaissance de tous les blocs qui sont autour. Petite parenthèse, on aurait très mieux pu partir sur du gRPC ou des technos un peu trendy, hipster. L'idée, ça a été de se dire, on veut baisser la barrière à l'entrée, puisqu'encore une fois, on doit intégrer des partenaires externes. Donc ce qu'on veut finalement, c'est avoir le plus simple possible. Qu'est-ce qu'on fait du plus simple en API? On fait du HTTP et du JSON, et pour l'instant, ça se passe bien. Donc si on résume, quand on veut charger la page d'accueil est composée de blocs. Donc le CMS, quand on demande /, va regarder dans sa base de données de configuration, récupérer les blocs qui correspondent à cette page-là et leur configuration, appeler les différents block providers. Les block providers vont retourner les données. On a la consolidation ici, on retourne la page. De cette manière, on peut avoir autant de block providers qui sont gérés en interne ou en externe, et on a un système qui peut aller à l'échelle. En tout cas sur le papier pour l'instant. Alors, l'approche quand on crée une plateforme, c'est forcément de respecter ce principe-là. C'est tous les outils qu'on va développer, il va falloir qu'on les utilise nous-mêmes. Donc, on a mis ça sur GitHub. Et la définition du format JSON que doit sortir un block provider, on l'a mis en JSON schema.
JSON Schema, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est l'équivalent du XSD, c'est l'équivalent XSD du XML. Donc ici, on définit notre format en JSON Schema, et grâce à ça, on est capable de générer un CLI validateur. Donc pour ceux qui avaient repéré le hashtag, effectivement, celui-là, il est codé en Rust. Et grâce à ça, que je sois en local ou que je sois dans mon CI, je vais pouvoir utiliser mon validateur pour valider si oui ou non mon block provider va pouvoir s'intégrer dans la plateforme. En tout cas, un premier niveau de validation. Et puis aussi, et là c'est très intéressant, et c'est juste une conséquence d'avoir respecté le principe de Single Source of Truth, c'est qu'à partir du moment où je pars d'un schéma, je suis capable d'avoir, on l'a vu, un validateur, je suis capable de générer de la documentation, et quand ma documentation, hors de question qu'elle soit manuelle là-dessus. Je modifie dans mon schéma et ça va modifier à tous les autres endroits du système. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on est capable de générer de la documentation relative au JSON Schema. Alors, petite parenthèse, j'en profite, comme il y a beaucoup de développeurs ici, je n'ai pas trouvé de librairie, peu importe le langage, qui me permettait d'avoir le niveau de détail souhaité pour générer la documentation, donc je me suis permis d'en créer une. Il y a encore beaucoup de boulot à faire, donc si certains d'entre vous sont intéressés pour faire des pairs là-dessus, ça m'intéresse beaucoup. Et le dernier point, c'est que le block provider, on va vouloir l'exécuter en local sur sa machine, ou même dans son CI, pour après exécuter des tests système dessus, ou fonctionnels. Et donc, là, on a un block runner qui vous permet de lancer en local votre block provider. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, on voit qu'on ne respecte pas le principe de Single Source of Truth. Pourquoi? Parce que le cœur du CMS, actuellement, il est codé en Java, et ce block runner-là, il est totalement indépendant, il a été codé en Node.js. Et donc, on ne respecte pas du tout la manière dont c'est exécuté dans le cœur du CMS. Moralité, on n'est pas Single Source of Truth puisqu'on a dupliqué de l'information qui est la manière dont c'est géré. Et si on a dupliqué de l'information, c'est-à-dire que chaque évolution dans le CMS n'est pas répercutée automatiquement ici. Et les conséquences, c'est que notre block runner n'est pas une représentation de la réalité. Et ça, c'est un problème, il faut qu'on le corrige. Donc une fois que vous avez votre pseudo-API qui est un block provider, qui respecte le schéma, vous êtes capable, via le block runner, de lancer ça en local. Alors, grâce à ça, juste avec ça, on a déjà eu des premiers résultats intéressants, c'est qu'on a un service interne qui est indépendant du nôtre, mais un service interne qui a utilisé uniquement les outils mis à disposition et qui a créé son block provider dans son coin. Et puis on a eu un partenaire externe qui est en dehors du groupe, qui lui a utilisé aussi les outils et a développé les block providers dans son coin. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve énormément dans les startups, c'est qu'on a de l'attraction, et nous, en fait, on n'était pas encore prêts à intégrer ces block providers-là. Donc à la fois, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut se mettre à la tâche. Avec ce qu'on vient de se dire, on a une approche identique pour gérer à la fois l'interne et l'externe, en notion des blocs dans les pages. Le CMS, il sait gérer que le format block provider. Il n'a aucune connaissance, finalement, de ce qu'il y a dans ce format-là, des valeurs qui sont à l'intérieur. Et ça, c'est super utile, puisque du coup, on peut scale, on peut rajouter autant de blocs qu'on souhaite, en fait, autour de ça. Il y a encore des questions qui restent en suspens. Une question qui est assez forte, c'est mais comment on gère le back-office? Comment le back-office va être capable d'administrer les différents types de blocs? Alors ici, vous avez le début du retour d'un block provider. Donc en fait, on voit, ça c'est son adresse de configuration du block provider. C'est ça qu'on va donner au CMS pour lui dire, voilà les blocs que je vais enregistrer chez toi. Et on voit que c'est un tableau de blocs. Alors ici, on a un exemple de bloc Bitcoin, parce que je me suis dit que c'était tendance de parler de Bitcoin. On a des labels, alors je passe le détail. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce bloc-là, il a plusieurs configurations qui sont versionnées, et on dit, voilà où tu dois aller chercher la donnée, et comment tu dois aller la chercher, voilà les paramètres que tu dois me passer. Ça, là, vous avez sans doute reconnu, c'est de l'OpenAPI, qu'on appelait avant Swagger. Et le problème, c'est que ça ne définit pas la manière dont on va l'afficher. Si on affichait ça, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit quand vous utilisez la documentation générée par Swagger, c'est une liste de champs. Ce n'est pas très développeur-friendly. L'idée, c'est de se dire, on va préciser un champ UI, où ici on va pouvoir avoir tous les paramètres, et pour chaque paramètre, on va pouvoir préciser comment tu me l'affiches. On peut même préciser le widget qui va être utilisé. Ça ne sera pas forcément un champ de texte, mais s'il faut chercher un article, on pourra proposer, nous, un widget qui permettra d'aller sectionner des articles et qui retournera des identifiants d'articles. Alors, on n'a pas inventé ce format-là, ça s'appelle UI Schema ou JSON UI Schema. Ça a été développé par Mozilla, en tout cas promu par Mozilla. Vous avez votre JSON Schema ici, vous avez votre UI Schema, donc nous, on a intégré les deux
au sein de notre contrat block provider. Et grâce à ça, on peut générer des formulaires, mais qui peuvent aller de manière très complexe. N'hésitez pas à aller voir la librairie poussée ici, là. Mais on voit bien qu'on peut mettre des conditions en fonction de tel champ, je peux afficher tel ou tel autre paramètre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'actuellement, c'est le seul moyen de nous garantir de respecter single source of truth et la séparation d'intérêts. J'ai qu'un seul endroit où je définis la manière dont les informations, les paramètres vont être représentés. J'ai qu'un seul endroit où je décris mes paramètres, et après, ça me génère mon interface de configuration. Et du coup, grâce à ça, on respecte bien nos deux principes, et le back-office a uniquement la connaissance du format block provider de JSON Schema et de UI Schema. Et du coup, on a des conséquences qui deviennent intéressantes aussi ici, c'est que notre block provider, l'équipe qui est en charge de ce bloc-là peut à la fois gérer les paramètres qu'il attend et aussi la manière dont ça va être représenté dans le back-office, de manière totalement indépendante. Donc là, on vient de découpler la mise à jour du CMS, de tous les développements des blocs et de l'évolution fonctionnelle de ces différents blocs. Alors on peut se demander, mais comment on va assurer une cohérence graphique? Parce qu'assurer une cohérence graphique, pour automatiser ça, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Alors la première chose, c'est pour passer à l'échelle sur le graphique, il n'y a pas 36 façons de faire, et Windows et Apple, depuis leur premier système d'exploitation, l'ont bien compris. On doit mettre en place des guidelines. On doit spécifier la manière dont on affiche tel type d'information. C'était l'approche composant avant l'approche composant. Du coup, nous, on appelle ça SIPA UI chez nous, donc ça va être nos guidelines. Il faut imaginer les guidelines comme l'équivalent d'un bootstrap, où vous avez du HTML, CSS qui définissent les composants réutilisables, et ensuite on met des thèmes dessus, pour Ouest France, pour Presse Océan, etc., pour toutes les entités du groupe. Et du coup, l'idée, c'est que dans la suite de la définition de notre block provider, on a une partie template où l'équipe interne ou externe en charge du développement du block provider va être capable de définir, voilà le template que je t'envoie. Et on demande un template et on ne demande pas du HTML. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que le CMS il soit aveugle sur les données qu'on lui envoie. On veut qu'il puisse faire une distinction entre la présentation de la donnée et la donnée elle-même. On fait qu'appliquer finalement ce qu'on a dit précédemment. Et il y a d'autres avantages, parce qu'on peut aussi sortir, non pas du HTML, mais sortir directement un flux JSON qui représente l'intégralité des données qui ont servi à construire la page. Et ça aussi, c'est très intéressant, notamment pour l'automatisation. Et on a pris Moustache parce que Moustache, c'est une librairie qui a deux caractéristiques très intéressantes. La première, enfin 3 caractéristiques. La première, c'est qu'elle est très simple à comprendre. N'importe quel développeur, en 30 minutes, est capable de comprendre comment fonctionne Moustache. La seconde, c'est qu'elle empêche de mettre de la logique dans ses templates. C'est une librairie qui permet que 3 choses, l'interpolation, les conditions et les boucles. Et c'est tout. Et donc, structurellement, en mettant Moustache ici en place, on empêche les développeurs, vous allez dire après on leur fait pas trop confiance, mais on empêche les développeurs de rajouter des règles métiers, parce qu'ils ont de la pression, de rajouter des règles métiers dans leur template. Ce qu'on voit très souvent sur bon nombre de projets. Là, en fait, ça va être beaucoup plus difficile à faire. Et donc, structurellement, on empêche cette problématique. Ou du moins, on la réduit. Et le troisième point, c'est que Moustache est disponible dans quasiment tout langage de programmation. Et donc, c'est encore une fois pour abaisser la barrière à l'entrée, pour s'intégrer à la plateforme. Alors, dernier point de focus, comment on gère la sécurité, comment on propose un premier niveau pour la sécurité et la vie privée, notamment au vu de ce qu'on a de cette année, l'année précédente aussi sur RGPD. En fait, on peut spécifier, en plus du template, on est capable de spécifier des assets, donc des adresses de JS, CSS, fonts, images. Et au moment où l'équipe va pousser une nouvelle version de son block provider, on rentre dans l'étape de validation. On rentre dans l'étape de validation du block provider par l'équipe plateforme chez nous. C'est la même approche, et vous l'avez sans doute compris, qu'un block provider est à la plateforme numérique chez nous, ce qu'une application iOS est à l'Apple Store. Même logique. Et du coup, quand ils soumettent une nouvelle version de leur bloc, ce qu'on souhaite faire, c'est enregistrer, non pas les URL, mais aller chercher le contenu directement à ce moment-là, et l'enregistrer chez nous. Vous l'aurez compris, pourquoi on veut enregistrer le contenu, par exemple, du CSS et du JS, et l'enregistrer chez nous au moment où ils le soumettent, c'est qu'on ne veut pas du tout dépendre d'un serveur externe sur ces ressources-là. S'il se fait corrompre, s'il se fait pirater et qu'on change le JS, que l'attaquant change le JS, il peut du coup intégrer du JS chez nous. Ce serait une mauvaise... on ne veut pas ça. Donc du coup, on enregistre ça chez nous.
on a des validations automatiques et on va inspecter le template. Et c'est là où on a une phase de validation malheureusement manuelle. Où on va devoir valider que est-ce que le partenaire interne ou externe, même si c'est un service interne, tout le monde est traité au même niveau. On va devoir s'assurer, est-ce que tu as respecté finalement nos guidelines? Est-ce que tu as respecté nos composants? Ou alors, si on s'aperçoit qu'il a créé un style CSS juste pour définir sa propre représentation, eh bien là, on va pouvoir lui dire, non, non, là, tu essayes de faire un bouton, mais nous, on a déjà les boutons, et c'est ce format-là, tu prends telle classe CSS, tel code HTML, et c'est comme ça. Et comme on a une équipe de validation et qu'il n'y a qu'une seule équipe de validation, encore une fois, même de manière organisationnelle, on est sur du single source of truth, on a une seule équipe de validation, eh bien eux ont la connaissance de savoir comment est-ce qu'on fait la validation des guidelines. Du coup, c'est une manière, et aussi on a une validation, on regarde le contenu du CSS et du JS pour voir si est-ce que l'équipe s'amuse à faire des appels de JS externe, d'insérer un JS externe dans la page, parce que sinon ça ne sert à rien ce qu'on vient de faire. Est-ce qu'elle s'amuse à aller faire des requêtes Ajax en prenant le cookie de la personne et l'envoyant à l'extérieur, etc. Ça nous permet, c'est une première brique qui nous permet de garantir un premier niveau de sécurité de vie privée. Et du coup, là, avec ce qu'on vient de décrire, on a déjà une première réponse à comment est-ce que je mets à l'échelle, comment est-ce que je supporte des améliorations fonctionnelles internes et externes, comment est-ce que mon back-office et mon CMS restent indépendants des évolutions fonctionnelles qui sont faites ici. On a réellement une approche plateforme, mais cette fois-ci pour du web. Alors il y a d'autres principes, il y a d'autres choses que j'aurais voulu souhaiter aborder avec vous. Il y a bien sûr un problème que vous allez tout de suite vous poser, c'est la problématique des performances. Comment est-ce qu'on fait pour assurer un certain niveau de performance? Je vois qu'il reste 8 minutes, donc l'idée c'est un peu de pouvoir aussi échanger là-dessus. On essaye d'appliquer la même stratégie que ce que fait, enfin c'est ce qu'on veut faire, on veut appliquer la même stratégie que ce que fait Twitter et Facebook, c'est-à-dire que quand une requête arrive, elle passe le load balancer, elle arrive sur un serveur qui va devenir un orchestrateur de la requête, on veut que le moins de requêtes de ce serveur-là sortent. Donc ce qui est intéressant, c'est comme on a, et vous l'avez peut-être compris précédemment, on a séparé la notion de flux de data de la représentation, des assets, etc. Et quand le flux de data, en fait, il y a certains blocs qui ont de la transparence référentielle, en d'autres termes, qui sont purs. Finalement, on peut les exprimer comme étant des fonctions pures. Et donc, on est capable de cacher ces données-là. Et donc, de ne pas avoir une requête HTTP supplémentaire à faire pour ce bloc-là. Il y a d'autres questions aussi, on l'a abordé tout à l'heure, sur la partie la qualité de service. Comment est-ce qu'on peut garantir qu'une page va être fournie, même s'il y a certains blocs, par exemple le bloc météo qui est fourni par un partenaire externe, est indisponible à ce moment-là. Il est indisponible peut-être parce que le DNS n'arrive pas à être résolu, il est indisponible peut-être parce qu'il y a un timeout, il y a un socket timeout, il est indisponible peut-être parce que les données qu'il nous retourne sont plus valides. Au hasard, il a mis un proxy devant et le proxy a réécrit certaines choses qui sont plus valides pour nous. Ou alors il nous retourne les bonnes données, mais sur sa nouvelle version de bloc et pas sur la version précédente. Il n'a pas géré la compatibilité descendante. Donc là, en fait, ici, une solution qu'on peut imaginer, c'est que pour chaque bloc qui rentre dans la phase de validation, si c'est la première fois qu'on le voit arriver, on va pouvoir lui donner un niveau de criticité. Donc la seule chose que va connaître le CMS, c'est différents niveaux de criticité sur les blocs. Et on a des blocs qu'on ne va pas pouvoir, s'ils sont indisponibles ou s'ils sont très lents, de toute façon, ça ne sert à rien de servir la page. Typiquement, dans notre cas à nous, si on a des blocs éditoriaux qui offrent du coup des listes d'articles et des détails d'articles qui ne sont pas disponibles, ça sert servir une page avec ça de vide à l'intérieur, ça ne sert à rien. Donc du coup, là, on va devoir simplement ne pas avoir de timeout et attendre d'aller requêter sur le bloc provider. Par contre, il y a des blocs, typiquement des blocs de partenaires externes, du serviciel, où c'est pas que c'est pas très important, mais c'est moins critique. Eh bien là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est enlever ce bloc-là de la page, avec tout le système, puisque ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'on a une seule manière de gérer les différents blocs constitutifs de notre plateforme, ben on n'a qu'une seule manière de monitorer les requêtes qui sont faites sur ces blocs-là. On n'a qu'une seule manière d'avoir notre back-office qui nous dit tel bloc, je l'ai enlevé sur cette génération de page, je ne l'ai pas mis dans la page. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis un autre point aussi, c'est que, vous l'avez peut-être vu, le bloc météo, ben finalement, il dépend du contexte géographique de la page, qui va être spécifié on ne sait où. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de dépendance aussi entre certains blocs. Et cette dépendance-là, et je reviens sur l'exemple que je donnais sur Drupal tout à l'heure, cette dépendance-là, on ne veut pas la gérer au niveau du code source même du bloc provider. On ne veut pas que les blocs providers ils se connaissent mutuellement. Si on fait ça, on a perdu en fait.
On n'a pas statiquement la capacité de savoir les dépendances inter-block provider. Donc ce qu'on veut, c'est qu'une fois qu'ils sont rentrés dans la plateforme, c'est au niveau du CMS agnostique qu'on va pouvoir faire des liens entre les blocs. Et ça va être explicite. Ça veut dire que les règles métiers vont être explicites au niveau du CMS. Et donc on est capable de générer un graphe de résolution statique, donc de savoir quels sont les premiers blocs et les autres qui en dépendent. Et donc derrière, après, on a des optimisations. Ça veut dire que si on est capable de le faire statiquement, on peut empêcher l'enregistrement au niveau du page builder, pardon, au niveau du back-office. On peut empêcher l'enregistrement d'une dépendance de bloc au niveau du back-office, parce que en fait, là, on rajoute un 4e niveau d'appel. On a premier niveau d'appel, 2e niveau d'appel, 3e niveau d'appel, et là, ça rajouterait un 4e niveau. Et comme on a la dépendance statique, ben, on serait capable de dire non, tu vas trop loin. Donc là, on pourrait dire au métier, notamment, tu as épuisé ton performance budget, ça ne sert à rien, n'enregistre pas, on te refuse l'enregistrement. Et on a aussi d'autres techniques. Alors vous avez sans doute repéré le config map, c'est exactement la même approche qu'on a avec Kubernetes. L'idée, c'est d'avoir, peu importe la configuration d'un bloc, on enregistre ça, on va enregistrer cette configuration-là de manière historisée. Et donc on va avoir de l'auditabilité, ça vient de là, etc., etc. Du coup, il nous reste 3 minutes si vous avez des questions. Oui. L'unique source de vérité n'entre-t-elle pas en conflit avec ce qu'on fait en big data, plutôt de dupliquer les données pour les avoir accessibles le plus rapidement possible, et tant pis si elles sont présentes plusieurs fois? Oui, et même le NoSQL, en fait, la dénormalisation qu'on fait en big data / NoSQL, bah, c'est un peu incompatible avec la notion de single source of truth. Actuellement, on le fait pour des raisons de performance, parce qu'en 2018, on n'est pas capable d'avoir une single source of truth qui contienne des terras et des terras d'informations. Je ne suis pas sûr que ça soit valide dans 50 ans ou dans 40 ans. Il y a une question là. Bonjour, et merci pour la présentation. À un certain moment, tu as parlé des conventions et de leur respect par les nouveaux arrivants. Et tu as évoqué le bot pour la correction des éventuelles erreurs. Donc, est-ce que vous avez appliqué ce bot-là? Et sur quelle technologie se base? Oui, alors du coup, je ne l'ai pas mis dans les slides malheureusement, mais quand on commence à faire du microservice, on a besoin et qu'on a plusieurs équipes qui travaillent dessus. Alors, je fais un petit retour en arrière. En 2012, je lance Bringer, qui écoutait ce qui se passait sur les réseaux sociaux, etc. Et on était 4 personnes et on a développé 184 microservices sans savoir qu'à l'époque, ça s'appelait des microservices. On respectait juste ces principes-là, mais on savait qu'il y avait un processus d'avoir qu'une seule raison d'être. Donc, on est parti en microservice, on connectait ça avec du Rabbit, etc. Une problématique qui est vite arrivée, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir une visualisation à un instant T de la production et de quels sont les microservices qui communiquent avec qui. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est nos microservices étaient stockés sur du Bitbucket à l'époque, mais ça fonctionne pareil avec du GitHub. Et ce qu'on s'est dit, c'est que les noms des repositories allaient avoir une sémantique, et on allait avoir la notion de domaine, et puis ensuite la notion de service fonctionnel rendu. Et cette notion, finalement, ça revient à être une convention. Et ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque fois qu'un repository était créé, on avait un job qui allait vérifier si, dans la liste des repositories actuels chez nous, ça validait nos conventions. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que là, quand on était 4, il n'y avait pas de problème, mais dès qu'on a commencé à faire venir une armée de stagiaires pour travailler sur le projet, parce qu'on était une toute petite start-up, eh bien là, du coup, eux, ils se sont pris un conflit. Et on n'a jamais eu besoin de leur dire, mais en fait, là, ton nom de repository, il ne suit pas la convention. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, l'étape suivante, c'est que grâce à ces conventions-là, on a été capable de générer un système qui nous affichait les relations entre les différents services. Parce qu'on savait que tous les services étaient liés à un même domaine et qu'on était capable d'analyser un certain niveau de flux. Alors maintenant, on est en 2018 et Istio est capable de générer ça. Bon, c'est super, c'est l'évolution de l'industrie. Donc ça, c'est un exemple. En autre exemple, ça va être tout ce qui est les conventions de code style.
c'est exactement la même chose en fait. Le fait de faire passer un ESLint ou équivalent à un CSSLint ou équivalent dans son CI, c'est justement pour s'assurer qu'il n'y a qu'une seule manière de faire les choses et d'appliquer les conventions. D'ailleurs, on pourrait rentrer aussi sur les détails là-dessus, je crois qu'il doit rester 5 minutes. Le ESLint et CSSLint, quand on voit l'évolution aussi de l'industrie là-dessus, la manière dont on affiche l'information, enfin actuellement c'est qu'on stocke ça en fichier texte dans un système de Git ou SVN, mais peut-être qu'on n'a pas envie dans les prochaines années, chacun avoir sa propre représentation de la data et de stocker ces fichiers de code source de manière totalement compressée en fait. Donc sur cette partie de convention sur les codes style, peut-être que ça va dégager, mais en tout cas, typiquement, on a pu voir ça, et notamment après chez Advise, où on mettait en place ces conventions-là sur les repositories, et ça nous a permis d'assurer en fait une cohérence à chaque fois. Merci pour ta présentation. Là, ce que tu nous as présenté, c'est pour le site web de Ouest France. Vous avez peut-être des applications mobiles natives qui consomment directement des API. Qu'est-ce que vous avez mis en place du coup pour pousser cette cohérence-là aussi pour la production d'applications natives ? Alors ça, c'est un sujet sur lequel on travaille encore. Parce qu'il y a deux approches. Il y a deux approches là-dessus. En fait, quand on veut sortir des flux de data de la plateforme, alors c'est pas que Ouest France. L'idée, c'est que ça intègre tous les services et sites du groupe. Mais cette problématique d'externalisation de la donnée, on voit que structurellement, les block providers exposent déjà indépendamment la représentation de la donnée. Donc là, on a déjà une première marche pour permettre à des applications natives, typiquement smartwatch, applications natives mobiles, même la voix, de mettre des gateways à ces endroits-là pour juste pouvoir avoir l'information qui nous intéresse. La seule chose, c'est que si on regarde le format actuellement sur le GitHub, on ne demande pas de spécifier en JSON Schema le format de la donnée que chaque bloc va exposer à son template. Et comme on ne le demande pas, du coup, sur cette partie data, ça reste encore une boîte noire et on ne peut pas garantir aux consommateurs sur la périphérie qu'ils vont avoir le bon format de données. Donc ça, c'est un premier point. C'est est-ce qu'on va dans cette direction ? Deuxième point, c'est que sur les applications natives, il y a aussi toute une trajectoire qui maintenant, avec Apple qui se met dans le bain sur les PWA. Donc est-ce que ça vaut le coup aussi de redévelopper une application native ? Si on la redéveloppe, c'est une expérience d'usage différente du coup, parce que sur le web mobile, on pourrait avoir déjà une expérience native, enfin une expérience mobile au niveau. Et donc là-dessus, en fait, c'est des questions qui sont encore ouvertes chez nous. Mais on sait que de toute manière, il faudra garantir la structuration des données et que soit ça passera par les block providers, soit ça sera directement à taper chez nous, mais on ne pourra pas intégrer tous les partenaires. Donc, très bonne question. Cool. Merci.